Tu me régales, le podcast où on parle cuisine, Japon, anecdotes de vie, 3615 ma life, autour d'une table, et sans jugement et sans vraiment de préparation aussi, visiblement. Bon, attends, là je recule ma couette, parce que je me suis évidemment je me suis enroulée dans des couettes en fait, pour ne pas avoir de réverb, pour avoir une belle qualité sonore. J'espère que ça portera ses fruits. On est là pour parler de cuisine aujourd'hui, en solo, toi et moi. Et d'ailleurs, ce qui m'a donné envie de faire cet épisode, c'est qu'en ce moment, je regarde, je m'octroie un petit peu de temps. Moi aussi, j'y ai droit. Voilà. Et je regarde le soir le Choc des Tocs sur Netflix. Il y a la 2e saison qui vient de sortir. Alors, le Choc des Tocs, qu'est-ce que c'est ? C'est une émission de télé-réalité, non, c'est télécrochet plutôt, sur une compétition entre des chefs de cuisine coréenne. Alors, pas forcément de cuisine coréenne, c'est une émission coréenne où des chefs restaurateurs et des chefs, donc je distingue un peu les deux d'ailleurs, c'est très bizarre, s'affrontent. C'est une émission vraiment à gros budget, le rythme est hyper rythmé, voilà, oui j'ai du vocabulaire. Il y a des grosses scènes de suspense, enfin voilà, c'est vraiment tourné comme une série en fait, ça donne vraiment envie de regarder à chaque fois la suite. Alors comme c'est en coréen, moi je connais ni les plats ni les noms, je retiens rien, j'ai vraiment pas la mémoire pour tout ce qui est culture coréenne malheureusement, mais c'est hyper captivant et je t'invite à regarder. Petite mention spéciale, moi j'aime beaucoup la partie business, je trouve ça hyper intéressant que dans des émissions de cuisine on se focalise pas que sur les plats, mais par exemple dans la première saison il y a une épreuve où ils doivent monter leur restaurant littéralement, donc ils doivent aller faire leur marché, estimer des prix, choisir une clientèle et tout ça. Bon, voilà, moi j'aime bien aussi que la restauration, enfin le métier de chef ne s'arrête pas juste à la confection des plats. Dans cette émission, qu'est-ce qu'il y a ? C'est parce que ça fait beaucoup trop longtemps que je parle de ça et je suis toujours pas entrée dans le sujet. Il y a des chefs, donc comme je disais, des chefs restaurateurs, ils ont quasiment tous leur restaurant. Il y en a juste certains qui sont vraiment des chefs, donc qui sont étoilés, qui font de la cuisine, de la haute gastronomie. Et puis il y en a d'autres qui ont vraiment des restaurants qui sont soit des franchises, soit des restaurateurs, voilà, qui ont une identité propre, qui ont une petite communauté qui les suit et tout ça, mais c'est pas du tout le même type de cuisine. C'est des participants qui ont rien à prouver, mis à part peut-être la reconnaissance de leur père, parce qu'il y a quand même quelques pointures dans le lot. Et je trouvais que c'est une vraie mise en danger, en réalité, parce que, en fait, t'es le caïd dans ton secteur, toi, ton resto, il marche, t'as compris des trucs dans ta cuisine, et tu vas aller un peu te confronter à des grandes pointures, etc. Et ça peut être hyper intimidant, voire ça peut même te faire remettre un peu en question ta propre cuisine. Mais je pense qu'ils prennent ça aussi de manière positive, prendre aussi un retour objectif et de professionnel, etc. Bref, c'est sûr que toi, moi, dans notre cuisine, on n'a quand même pas du tout la même pression. On n'a pas de caméra au-dessus de l'épaule, on n'a pas nécessairement des contraintes de temps. Alors on peut éventuellement se dire, il faut que le dîner soit prêt pour 19h ou 20h, mais globalement, on n'a pas trop de problématiques de temps, etc. On n'a pas vraiment de pression. Et là, j'ai fait des gros guillemets avec mes doigts. Du moins, c'est l'impression que ça peut donner. En fait, moi, je me disais, c'est sûr que j'ai pas la même pression que ces gens-là qui font cette émission et qui passent à la télé et qui vont être jugés par le monde entier. Mais en réalité, est-ce que vraiment on n'a pas de pression quand on est en cuisine ? Et là, je m'offre, écoute, une transition de folie, puisque est-ce qu'on n'a vraiment pas de pression ? Eh ben, je t'invite à écouter peut-être le dernier épisode solo que j'ai fait, où je parlais justement de la diététique. Moi, personnellement, je me mets quand même un peu de pression. Et je pense que je ne suis pas la seule. On a une pression quand même qui est présente en cuisine, et moi, je vais te donner les points sur lesquels j'estime ressentir de la pression. Déjà, comme je disais dans le dernier épisode solo, manger équilibré. Voilà. Je sais pas si toi ça t'impacte, mais moi je sais que je suis assez soucieuse de manger équilibré. J'essaie d'avoir des assiettes qui sont toujours assez colorées, où il y a des fruits, des légumes. Je vais essayer quand même de manger un peu de fruits. Alors je mange pas assez de fruits, je mange pas beaucoup de fruits, mais je vais essayer d'avoir toujours des légumes dans mon alimentation, quasiment à tous les repas. Je dis quasiment parce que évidemment que j'adore les frites, mais c'est pas un légume, la patate. Enfin si, c'est un légume, mais bon, t'as compris. Donc j'essaie quand même d'avoir des légumes, par exemple, dans toutes mes assiettes. À tous mes repas, je mets une dose de légumes. J'essaie d'avoir de la protéine, mais j'avoue que là, c'est vraiment la partie pour moi la plus difficile. Et j'essaie d'avoir toujours des féculents, des glucides, etc. pour avoir de l'énergie pour la journée. Et il y a plein d'autres micronutriments sur lesquels je suis beaucoup moins attentive que ces fameux macros.
Voilà. Et donc du coup, j'ai quand même une certaine forme de pression, alors peut-être pas pesante au quotidien, mais une certaine forme de pression quand même au quotidien, parce qu'on mange tous les jours, hein, d'avoir quand même mon lot de plats équilibrés. À côté de ça, il suffit pas juste de mettre des ingrédients les uns à côté des autres, il faut aussi qu'ils soient cohérents les uns avec les autres, que ce soit bon en fait, qu'il y ait un mélange de saveurs. Donc non seulement je me mets la pression sur le fait d'avoir une certaine forme d'assiette, forme, pas la forme de l'assiette, t'as compris, pas la forme de l'assiette, t'as compris. Non, j'essaie d'avoir quand même une diversité dans l'assiette et j'essaie aussi d'avoir le goût qui est là. En plus de ça, j'essaie d'avoir aussi une présentation à peu près propre. Alors c'est sur ce point-là où moi je vais être beaucoup plus flexible, laxiste, hein. C'est vrai que j'ai pas trop de mal à servir quelque chose qui est pas très beau esthétiquement. La particularité, c'est que moi j'ai cuisiné le plat, donc en fait j'ai eu le temps de saliver sur le plat pendant tout le processus de préparation, et donc du coup je suis beaucoup moins difficile à convaincre sur le goût du plat que mon partenaire, par exemple, qui lui va recevoir le plat juste à la fin, à la dernière étape, il reçoit le plat tel que je lui sers. Il n'a pas forcément vu toute la préparation, il n'a pas eu les odeurs, il n'a pas goûté le plat en cours de cuisson et tout ça. Donc ça ne l'a pas spécialement préparé à ça. Donc il y a toujours un peu ce truc de... voilà, est-ce qu'il faut forcément que le truc soit beau pour être bon? Le trompe-l'œil, par exemple, les pâtisseries en trompe-l'œil sont le meilleur exemple. Parce que tu vas être aussi subjugué par le goût d'une tarte aux fraises si elle est en forme de fromage, par exemple. Donc voilà, rien que déjà là, en quelques minutes, je t'ai résumé tous les points sur lesquels moi je peux ressentir de la pression. Le fait de bien manger au quotidien, le fait que non seulement je mange bien, mais qu'en plus c'est bon, ça a du goût, et qu'en plus ça ait une présentation qui est assez jolie, parce que bah oui, c'est quand même, ça joue quand même, hein. Je suis pas en train de dire que la présentation joue pas, c'est juste que moi c'est le point sur lequel je fais un peu moins attention. Là je ne parle que de mon point de vue, la pression que je me mets à moi-même, parce qu'après il peut y avoir une pression qui est relative aux autres, notamment par exemple si tu cuisines pour plusieurs personnes, si tu cuisines pour toi et une autre personne ou plusieurs autres personnes, des amis, de la famille, etc. On peut ressentir de la pression que ça ne plaise pas. Moi, par exemple, j'ai typiquement souvent le cas, j'adore la coriandre. Moi, vraiment, j'adore ça, je peux en mettre dans tous les plats. Mais j'ai beaucoup de gens autour de moi, et je sais que c'est scientifiquement prouvé, des personnes qui n'aiment pas la coriandre. Or, si je retire la coriandre, en fait, je retire littéralement un ingrédient qui a quand même une forte place en termes de saveur dans le plat. Donc je vais déséquilibrer le plat, mais si je le laisse, je prends le risque que la personne n'aime pas du tout mon plat parce qu'elle n'aime pas la coriandre. Donc c'est toujours un dilemme, la coriandre, mais ça peut être autre chose, ça peut être du gingembre. Il y a également une pression au niveau des techniques, je sais pas si, bon, ça c'est peut-être les personnes qui cuisinent déjà un peu ou qui sont vraiment un peu soucieux de faire des choses un peu plus techniquement un peu plus précise, mais c'est vrai qu'il y a toujours aussi moi je sais qu'il y a des recettes, je les tente même pas parce que je sais que la technique je l'ai pas, et que je suis pas toujours dans une démarche où j'ai envie de me prendre la tête à apprendre une technique spécifique. Et en plus de ça, parfois on peut très bien connaître une recette, la faire depuis des années, et un jour pour un écart de 1 degré de température, et ça foire. Voilà, on n'est même pas à l'abri de problèmes de l'aléatoire en fait, donc on peut rater une recette qu'on connaît sur le bout des doigts. Donc c'est vrai que il y a une multitude de raisons pour lesquelles on peut se mettre la pression, une pression qu'on se met tout seul finalement, ou qu'on pense qu'on se met par rapport aux autres, le jugement d'un plat, etc. par exemple. Je t'ai donné là tous les styles de pression que je me mets moi quand je cuisine, mais en vrai, la pression qu'on se met tout seul, c'est pas relatif à la cuisine, ça, on est d'accord. Et j'ai pensé, par exemple, là, en décembre, je suis partie au Japon. Et quand je suis allée au Japon, je suis allée faire une activité forgeron, voilà, ça s'appelle comme ça. Je suis allée passer la journée avec un forgeron japonais, un vrai, qui fait des lames, des sabres, etc. On a fait un couteau ensemble, donc il m'a montré vraiment toutes les étapes pour forger une lame, donc c'était hyper intéressant. Il nous expliquait, à moi et à mon partenaire, comment il faisait un sabre. Et donc il nous dit que voilà, pour faire un sabre, ça prend genre 6 mois. Donc en réalité, forger un sabre, ça ne prend pas forcément plusieurs mois, mais c'est juste qu'il n'est pas sûr que en ne faisant un seul sabre, il arrivera à avoir une belle lame du premier coup. Pourquoi il nous disait ça? Parce que en fait, il y a tellement de subtilité dans la création d'une lame que du coup, il y a autant
de chances de la rater à cause de vraiment de détails, parce que il a pas tapé forcément de la bonne manière, parce qu'il a chauffé trop fort, parce qu'elle a pris l'humidité, etc. Enfin, je ne suis pas spécialiste de la forge, je pense que tu l'auras compris, mais tout ça pour dire que déjà il y a plein de points qui peuvent venir casser le processus, et donc du coup faire que si tu ne mets que tes efforts dans une seule lame, en fait il y a des chances pour qu'elle ne soit jamais utilisable ou vendable. Et à côté de ça, il y a aussi parce que en fait il peut pas se permettre de présenter une lame pas parfaite. Lui, il a une attente envers lui-même, il a une attente envers son savoir-faire. Et en plus, c'est souvent par le savoir-faire qu'on se définit. On se présente souvent par son métier ou par une compétence qu'on a, une compétence qu'on estime être doué pour. Finalement, même lui, dans sa forge, il se met une pression sur la forge d'une lame. Et c'est pas de la cuisine. Tu as vu cette petite métaphore de sortie derrière les fougères ? Voilà. Pour la cuisine, si je reviens là-dessus, moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire que, en fait, la différence peut-être avec la forge, c'est que cuisiner, c'est tous les jours quand même. C'est tous les jours ou presque. C'est quotidien. En fait, tous les jours, enfin, je sais pas toi, moi, je m'envoie une petite dose de « Ah, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui ?» Et il faut que ce soit équilibré, et il faut que ce soit coloré, et il faut que ce soit bon, et il faut que ce soit beau. Donc au final, c'est un peu tous les jours que je me rappelle cette micro-pression de bien manger. Et là, je ne parle que de moi-même, parce qu'il y a aussi, par exemple, la télé, les spots publicitaires, Instagram, qui peut me rappeler aussi que je dois bien manger. Voilà. Donc finalement, cette petite pression, elle s'accumule et puis elle prend quand même un poids assez important. Hein. Moi, quand je suis dans mes ateliers de cuisine japonaise, je vois bien que les gens, ils sont pas toujours confiants à cuisiner japonais. Pour différentes raisons. Ils sont pas confiants parce que ils hésitent à choisir, est-ce que je prends les bons produits, où est-ce que je vais trouver les bons produits. Ils ont peur de se tromper. Ils ont peur de pas bien respecter soit les produits, soit de pas bien respecter les étapes d'une recette ou toute la tradition et le respect qu'il peut y avoir autour, en tout cas qu'ils s'imaginent. Donc je sais qu'au départ, cette réflexion, elle vient de la volonté de bien faire, de respecter la culture japonaise, etc. Mais moi, la réflexion que ça m'a donnée, c'est que l'année dernière, quand j'ai passé mon CAP cuisine, j'ai appris des techniques culinaires pour passer mon examen. Et j'ai bien compris que finalement, en fait, en cuisine japonaise, il y avait plein de choses qui n'étaient pas différentes en termes de technique. Hein. Il y a des petites différences culturelles, ça c'est sûr. On n'est pas passé par les mêmes chemins, mais on est arrivé au même résultat. Et donc du coup, finalement, en connaissant des techniques culinaires françaises ou en comprenant des recettes françaises, je peux comprendre des recettes japonaises. Qu'on soit en France ou au Japon, la technique est plus ou moins la même. En fait, monter des blancs en neige en France et monter des blancs en neige au Japon, c'est le même processus, d'accord ? C'est pas différent. Alors pourquoi il y a quand même une pression qu'on se met, par exemple, quand on cuisine japonais ? Moi, c'est ce que je vois dans mes ateliers. Du coup, pourquoi ils se mettent plus la pression à cuisiner japonais qu'à cuisiner français, etc. Au-delà du fait qu'ils baignent dans la cuisine et dans la culture française depuis toujours, il y a aussi le fait que la cuisine japonaise, je pense, c'est beaucoup relatif aussi à l'image qu'on a de la cuisine japonaise. J'ai l'impression qu'elle est un peu perçue comme au-dessus des autres. On lui met un peu un carcan de rigueur, de pureté, d'exigence liés à la culture. C'est sûr et certain qu'il y a des aspects dans la cuisine japonaise, elle a des atouts que d'autres cuisines n'ont pas, mais elle n'est pas en compétition avec les autres. Elle a des atouts, c'est juste culturellement, les Japonais ont développé des techniques, des savoir-faire relatifs aux contraintes de vie qu'ils avaient, aux produits qu'ils avaient à disposition, aux cultures. Et il y a des sujets sur lesquels la cuisine française est bien meilleure. Donc il n'y a pas de compétition. Et la cuisine japonaise n'est pas au-dessus des autres. Elle a juste ses axes de perfection. Que tu te rassures, il y a aussi du gros bullshit dans la cuisine japonaise. Rassure-toi. Alors là, ça, c'est universel, j'ai envie de te dire. Donc c'est ce que je disais. C'est pas une histoire de technique et c'est pas une histoire de recette, c'est pas une histoire de produit. La pression, elle vient généralement plutôt de nous-mêmes ou de la perception ou des attentes qu'on met sur la cuisine. La peur d'être jugé, la peur de mal utiliser, du coup d'avoir un peu honte de ne pas avoir saisi l'esprit d'une recette ou de ne pas avoir compris l'utilisation d'un produit, etc. Et il y a peut-être des gens qui se disent que la vraie authenticité, c'est la recette ultime de
des sushis ou la recette ultime du ramen, etc. Du coup, qui se réfugient un peu dans des recettes en se disant non mais ça c'est la vraie recette et du coup si tu fais celle-là, t'es sûr qu'au moins c'est authentique. Mais moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Se cacher derrière de l'authenticité, c'est aussi beaucoup pour ne pas faire l'effort de comprendre peut-être fondamentalement ce qui marche pas dans une recette, de comprendre une recette, de comprendre ce que la recette a voulu dire. Oh là là, faut que j'écrive des bouquins. Et il y a un point que je voudrais souligner aussi dans la cuisine japonaise, c'est que cette rigueur et cette perfection de l'image de la cuisine japonaise, ça vient aussi tout simplement du fait que le Japon c'est à l'autre bout du monde et de là où on ne reçoit que la pointe de l'iceberg. Ce qu'on voit sur les réseaux, ce qu'on voit en ligne, etc., ce qu'on peut trouver, ça va toujours être de la cuisine, moi ce que j'appelle un peu contemplative, de la cuisine qui est faite pour être graphique, pour être regardée, mais pas forcément pratiquée. On va souvent voir des choses qui sont très techniques ou très graphiques, esthétiques, avec des produits colorés, des produits auxquels on n'a pas accès en fait dans notre pays parce que c'est pas notre culture en fait, on n'a pas les cultures ou les élevages parce que notre pays est fait d'une certaine manière. Et donc ce qu'on voit de l'autre bout du monde, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Mais en fait, il y a aussi de la cuisine quotidienne, il y a aussi l'équivalent de nos coquillettes de jambon. On est d'accord. En fait, c'est simplement que ça, c'est comme c'est moins sexy, on le met moins en avant. Et si tu regardes bien en ligne, même en cuisine française, tu vas toujours voir des vidéos de cuisine française qui ont plus de chances de faire le buzz parce qu'il y a quelque chose à l'image qui te marque, plutôt que comment faire cuire des pâtes, comment faire des coquillettes de jambon. On est d'accord. Tout ça pour dire que on commence tous quelque part à un certain moment et donc du coup on a le droit d'être maladroit, on a le droit de faire des erreurs, on a le droit de pas comprendre ou de pas utiliser correctement. Ça c'est pas très très grave. Aussi parce que moi je me dis la cuisine c'est vivant. C'est vivant parce que, en fait, on mange depuis toujours et a priori, on va toujours manger, je l'espère. Donc ça va continuer d'évoluer. Le vrai respect dans une cuisine, c'est justement l'adaptation. C'est être capable d'adapter la cuisine, être capable de la faire évoluer, etc. Je pense au fait que, en fait, un jour, notre culture culinaire de notre époque, aujourd'hui, dans les années 2020, 2025, 2030, ce sera une cuisine traditionnelle. C'est-à-dire que dans peut-être 50 ans, il y aura des gens qui feront nos recettes en se disant c'est tradit, c'était comme ça qu'on mangeait il y a 50 ans. Moi, j'aime bien me dire ça en tout cas. Et aussi qu'on est dans une époque où finalement, on est les enfants de la mondialisation, donc les frontières se sont beaucoup ouvertes sur le monde. Aujourd'hui, on trouve des restaurants étrangers un petit peu partout et pas juste des choses un peu superficielles. On trouve aussi des très bonnes adresses avec une vraie cuisine, savoureuse, etc. Peut-être que la cuisine de notre temps, c'est aussi une cuisine qui est mixte en fait, qui est simplement une cuisine mondiale, qui n'est plus juste une cuisine française versus une cuisine japonaise, mais une cuisine franco-japonaise. En fait, ça sera, comme je disais, la cuisine de notre époque, la cuisine de notre temps. Je pense qu'il faut s'adapter à son époque, s'adapter, arrêter de figer des recettes en se targuant de traditionnalisme, qu'il faut se laisser la possibilité d'adapter les recettes à son époque et aux produits de son environnement. Je pense que plutôt que juste reproduire des recettes, il faut plutôt les comprendre c'est quoi fondamentalement du point de vue de la technique et du point de vue de l'identité d'un plat, qu'est-ce qu'on attend, et plutôt que de vouloir simplement bêtement recopier une recette. Et surtout passer en pratique, en fait. Se tester, même sur des petites choses, même moi, personnellement, je mets de la sauce soja partout. Hier, j'ai fait des gyoza avec des saveurs très asiatiques, avec du tofu, de la coriandre, etc. Puis j'ai mis du fromage dedans, pourquoi pas. Écoute, ma foi, y a pas de... Moi, je fais tomber les barrières dans ma cuisine. Moi, je propose que, on se prenne pas trop la tête sur l'aspect esthétique, parce que pour moi, c'est vraiment le truc qui arrive en dernier, même si, évidemment, que c'est toujours très intéressant de pouvoir manger quelque chose de beau, mais je considère que le goût et l'intention comptent beaucoup plus. Voilà. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression. La seule pression qu'il y a, c'est celle qu'on se met sur nous, celle qu'on projette sur nos plats et celle qu'on s'imagine que les autres pensent. C'est aussi ça le problème. Je te propose d'arrêter de rester figé dans des recettes, de te laisser respirer. La cuisine, ça doit être fun, ça doit être amusant, ça doit être pour toi, c'est un cadeau que tu te fais. On n'est jamais dur avec un enfant qui mélange les couleurs et qui crée ses propres couleurs, qui crée sa propre palette de couleurs. Donc nous, c'est pareil. Nous, on va arrêter de chercher la bonne façon de faire, et là j'ai fait des gros guillemets avec mes doigts, et on va construire sa propre cuisine, la cuisine qui nous ressemble, la cuisine qu'on aime, celle qui est imparfaite, qui nous ressemble, pas d'auto-jugement,
On cuisine pour se faire plaisir avant tout. Et on va faire ça ensemble, moi je pense. Ne nous mettons pas trop de pression sur quelque chose qui est censé nous nourrir. Bon, très bien, je crois qu'on va pouvoir s'arrêter là. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à me laisser des belles étoiles et des beaux commentaires et à me dire c'est quoi tes plats préférés sur Instagram. Tu peux aussi retrouver un article pour poursuivre l'exploration de ce sujet sur le blog umican.fr. Je rappelle Instagram umican.zest sans E à la fin, Z-E-S-T. Tu peux aussi m'écrire, écoute, pourquoi pas? On peut continuer cette discussion à l'écrit. N'hésite pas à partager ce podcast. Ça lui permet d'avoir un peu de rayonnance. De rayonnement. Voilà. Bon, ça, on va garder, parce que c'est comme ça que je parle. Bon, allez, moi je te fais des bisous et je te dis à très vite. Ciao, ciao.